Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on décortique les mécanismes invisibles qui régissent nos vies. Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre sacré, un concept qui explique aussi bien pourquoi les couples divorcent, pourquoi les pays se lancent dans des courses à l'armement nucléaire et pourquoi c'est si dur de sauver la planète. On parle du dilemme du prisonnier. Et pour naviguer dans ces eaux troubles de la psychologie humaine, je suis avec Thomas. Salut Thomas. Salut Sarah, ravi d'être là. Et tu as raison de parler de monstres. Le dilemme du prisonnier, c'est probablement le modèle mental le plus déprimant, mais aussi le plus essentiel de la théorie des jeux. C'est l'histoire mathématique de notre incapacité à nous faire confiance. Ça vend du rêve dit comme ça. Alors, on va tout de suite plonger dans le bain. Je veux que tu nous mettes en situation. Oublie la théorie pour l'instant. Raconte-moi l'histoire. Imagine que je suis une criminelle. D'accord. Imaginons que toi et moi, on vient de braquer une banque. On a été plutôt bons, mais la police nous arrête quelques kilomètres plus loin pour un phare cassé. Ils ont des soupçons pour le braquage, mais ils n'ont aucune preuve formelle. Ils ont juste de quoi nous coffrer pour port d'armes illégales. Jusque-là, ça va? On était dur à cuire, on ne parle pas. C'est là que ça se corse. L'inspecteur nous sépare. Il te met dans une cellule grise, sans fenêtre, et moi dans une autre à l'autre bout du commissariat. On ne peut pas communiquer. Pas de SMS, pas de regard, rien. L'inspecteur entre dans ta cellule et te propose un marché. C'est le même marché qu'il me propose à moi, exactement au même moment. C'est quoi le deal? C'est très précis. Écoute bien les chiffres, parce que ta vie en dépend. Option 1, si toi et moi, on garde le silence, on est solidaires, la police ne peut nous coincer que pour le port d'armes. On prend 1 an de prison chacun. C'est la petite peine. 1 an, c'est gérable. On se tait, on sort vite. Attends. Option 2, si tu me trahis, c'est-à-dire que tu témoignes contre moi en disant que c'est moi le cerveau du braquage et que moi je me tais comme un idiot, alors toi tu es libre. 0 prison, l'immunité totale pour collaboration. Mais moi, je prends 10 ans ferme. Ah oui, c'est tentant. Je sors libre et toi tu pourris en cellule. Sympa. Et si tu trahis et que je me tais? C'est l'inverse. Je sors libre, tu prends 10 ans. C'est la paix du pigeon. Et si on se trahit tous les deux? Si on panique et qu'on se balance mutuellement? Alors là, nos témoignages se confirment. On prend tous les deux 5 ans de prison. Moins que les 10 ans max, mais beaucoup plus que le 1 an si on s'était tu. Voilà le tableau, Sarah. Tu es seule dans ta cellule, tu ne sais pas ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu fais? C'est horrible comme situation. Instinctivement, je me dis qu'on est complices. On devrait se taire. 1 an chacun, c'est le meilleur résultat global pour notre équipe. Si on est rationnel, on coopère, non? Et c'est là, Sarah, que tu mets le doigt sur la tragédie. C'est là que John Nash, le mathématicien génial qui a inspiré le film Un homme d'exception, nous met une gifle. Parce que la rationalité individuelle, la pure logique égoïste, te dicte de me trahir. À tous les coups. Mais pourquoi? Si je te trahis, je risque de prendre 5 ans si tu me trahis aussi. Alors que si je me tais, je peux m'en sortir avec 1 an. Analysons ça froidement. Mets-toi à ma place. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Supposons d'abord que tu te taises. Si tu te tais, j'ai le choix entre me taire ou te trahir. 0 est mieux que 1. Donc si tu te tais, j'ai intérêt à te trahir. D'accord, c'est moche, mais mathématiquement logique. Maintenant, supposons l'inverse. Supposons que tu me trahisses. Je ne le sais pas encore, mais tu l'as fait. J'ai le choix entre me taire ou te trahir aussi. 5 ans, c'est mieux que 10. Donc si tu me trahis, j'ai aussi intérêt à te trahir. Attends, c'est dingue. Ça veut dire que peu importe ce que je fais, ta meilleure option est toujours la trahison? Exactement. C'est ce qu'on appelle une stratégie dominante. Quoi que fasse l'autre, tu gagnes toujours à dénoncer. Et comme je suis aussi rationnel que toi, je vais faire le même calcul. Résultat, on se trahit tous les deux. On prend 5 ans chacun, alors qu'il suffisait de se taire pour n'en faire qu'un. On a choisi la pire option collective parce qu'on a voulu optimiser notre sort individuel. C'est ça, l'équilibre de Nash. C'est une situation où personne n'a regret de son choix compte tenu du choix de l'autre, mais où tout le monde perd. C'est d'un cynisme absolu? Ça veut dire que la confiance est mathématiquement irrationnelle? Dans un coup unique, sans communication, sans futur commun, oui, la confiance est une erreur de calcul. C'est pour ça que c'est le drame de l'humanité. On pense souvent que les gens font des choses stupides ou méchantes parce qu'ils sont fous. Le dilemme du prisonnier nous montre que des gens parfaitement intelligents et logiques peuvent produire un désastre collectif juste en suivant leur propre intérêt. Mais Thomas, la vie, ce n'est pas une salle d'interrogatoire? Est-ce que ça s'applique vraiment quand on sort de prison? Ça s'applique partout, Sarah. Absolument partout. Prenons un exemple que tout le monde connaît, la guerre des prix. Imagine Coca et Pepsi. S'ils vendent tous les deux leurs bouteilles à 2 €, ils font une marge énorme. Ils coopèrent tacitement. Tout va bien. Mais si Pepsi baisse son prix à 1,50 €? Voilà la trahison. Pepsi rafle tous les clients. Coca perd tout. Donc Coca a peur et baisse aussi son prix à 1,50 €. Résultat, ils ont toujours le même nombre de clients, mais ils gagnent beaucoup moins d'argent. Ils se sont trahis mutuellement et ils ont perdu de la marge. On voit ça aussi dans les stades, non? Quand une personne se lève pour mieux voir? C'est l'exemple parfait. Si tout le monde est assis, tout le monde voit bien. C'est la coopération. Si je me lève, je vois mieux que toi. Mais du coup, tu te lèves pour ne pas savoir mon dos devant les yeux. À la fin, tout le stade est debout. On est moins confortable qu'assis et on ne voit pas mieux. On est dans un équilibre de Nash sous-optimal. Et j'imagine que le plus gros dilemme actuel, c'est l'écologie. C'est le dilemme du prisonnier à l'échelle planétaire? C'est le cas d'école ultime. Imagine 2 pays, la France et la Chine, ou les USA et l'Inde, peu importe.
Réduire ses émissions de CO2, ça coûte cher. C'est un sacrifice économique. C'est comme se taire dans la prison. Si tout le monde le fait, on sauve le climat. On gagne tous. Mais si moi je fais des efforts, que je taxe mes entreprises, que je roule à vélo, et que mon voisin continue de brûler du charbon à fond, alors tu deviens le pigeon. Ton économie ralentit parce que tu as des contraintes et lui, il profite d'une énergie pas chère pour te doubler économiquement. Il a trahi, il gagne le jackpot à court terme et toi tu prends les 10 ans. La peur d'être le seul à faire des efforts paralyse tout le monde. Donc personne ne bouge et on file vers les 5 ans de prison collective, c'est-à-dire plus 3 ou plus 4 degrés de réchauffement. C'est terrifiant dit comme ça. On a l'impression qu'on est condamné par notre propre logique. Il n'y a vraiment aucune issue. On est obligé de se trahir. Heureusement, non. Il y a une sortie de secours. Et la clé, c'est la répétition. Dans l'histoire des prisonniers, ils ne se revoient jamais. C'est un one-shot. Mais dans la vraie vie, on interagit avec les mêmes personnes tous les jours. Tes collègues, tes concurrents, tes voisins. Donc si je sais que je vais devoir renégocier avec toi demain, je ne vais peut-être pas t'arnaquer aujourd'hui? Exactement. Robert Axelrod, un politologue, a organisé un tournoi informatique dans les années 80. Il a demandé à des experts d'envoyer des programmes pour jouer au dilemme du prisonnier en boucle, des centaines de fois. Il voulait voir quelle stratégie gagner à long terme. Est-ce que c'était les méchants qui trahissent tout le temps ou les gentils qui coopèrent toujours? J'ai envie de parier sur les méchants, vu ce que tu viens de me dire. Eh bien non. La stratégie qui a écrasé tout le monde était d'une simplicité biblique. Elle s'appelait tit for tat, ou donnant-donnant en français. Comment ça marche? C'est très simple. Règle numéro 1, au premier tour, je coopère. Je suis gentil, je te tends la main. Règle numéro 2, au tour suivant, je fais exactement ce que tu as fait au tour d'avant. Donc si je coopère, tu continues de coopérer? On devient meilleurs amis? Voilà, on gagne tous les deux. Mais si tu me trahis, au tour suivant, je te punis immédiatement. Je te trahis. Je ne suis pas un pigeon. Mais, et c'est crucial, si tu recommences à coopérer, je te pardonne tout de suite et je recoopère. C'est fascinant. C'est une stratégie qui est gentille d'abord, susceptible si on l'attaque, mais qui pardonne vite. C'est ça. Elle est lisible. Elle crée de la réputation. Pour briser le dilemme du prisonnier, il faut que l'ombre du futur plane sur le présent. Il faut savoir qu'il y aura un demain. C'est pour ça que la mafia fonctionne sur le nerf, ou que les diamantaires d'Anvers se serrent la main sans contrat. Ils savent que s'ils trahissent une fois, ils sont grillés à vie dans la communauté. La réputation transforme le gain immédiat de la trahison en perte massive à long terme. Donc, pour résumer, Thomas, notre instinct rationnel nous pousse à l'égoïsme et à la catastrophe collective. Mais la répétition, la réputation et la capacité à pardonner sont les seuls moyens de pirater cette logique et de créer de la coopération. C'est exactement ça. La prochaine fois que vous êtes tenté de couper la file dans les bouchons ou de laisser traîner votre tasse de café au bureau en vous disant « ça ne change rien », rappelez-vous, vous êtes dans la cellule. Et si tout le monde raisonne comme vous, on prend tous 5 ans ferme. Merci Thomas pour cette plongée vertigineuse. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre modèle mental. D'ici là, coopérer, c'est plus rentable. À bientôt.